enregistrement. Je crois que ça marche, ça enregistre. Donc, sans plus tarder, je vais présenter notre conférencière d'aujourd'hui, Isabelle Ollet, qui est SAT du CIUS de la capitale nationale. Elle nous présentera aujourd'hui les bases de l'évaluation posturale, les survols MC PAA 2.0. Juste un petit mot sur Isabelle avant de commencer. Elle est ergothérapeute depuis 21 ans. Dans les 15 dernières années, au programme d'aide technique à la mobilité au CIUS de la capitale nationale avec la clientèle adulte et aînée. Depuis les 3 dernières années, elle est coordinatrice clinique du programme et tout récemment, elle a commencé à être chargée de cours en cours à l'Université Laval, plus spécifiquement par rapport au positionnement assis. Donc, je laisse la parole à Isabelle. Merci d'être là. Merci pour cette présentation. Bonjour tout le monde. Merci pour ce midi-conférence. Merci pour la présentation, Lucas. Donc, je partage mon écran. Ça ne sera pas tellement long. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Oui. Donc, ce midi, j'ai choisi le thème des bases de l'évaluation posturale et le survol du MCP2A, dans le fond, suite aux présentations qu'Élise avait fait l'an passé sur le glissement et la clientèle bariatrique. Ça avait suscité quand même des discussions au sein de notre équipe, puis on était revenu à certaines bases là. L'évaluation posturale, on a eu quand même accueilli du nouveau personnel dans l'équipe et à chaque fois, on revient sur les bases de l'évaluation posturale et on se rend compte qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Donc, j'ai cru bon de revenir sur ce thème-là au niveau du midi-conférence. En fait, l'objectif, c'est pas nécessairement de générer des nouveaux acquis. Par contre, de faire un bon rafraîchissement de nos bases quand on fait notre évaluation et aussi de faire aussi un survol d'un outil clinique qui est vraiment propre à notre champ d'expertise. Le MCP2A, on n'a pas des tonnes d'outils cliniques, donc on en a un, donc de faire un survol de cet outil-là. Au niveau du plan de la présentation, on va prendre le temps de regarder là, les définitions entourant le contrôle postural assis. On va faire un survol de la démarche clinique. On va regarder certaines modalités d'évaluation et effectivement faire le survol du MCP2A. Comme je disais, on pourrait en parler pendant des heures. Juste pour vous donner une idée, seulement le MCP2A, lui seul, c'est une formation d'une journée complète pour comprendre toutes les subtilités, le mode de passation, la cotation, faire des pratiques, puis transposer en vignette clinique pour essayer de bien le comprendre. Donc, c'est sûr que là, ce midi, on n'aura pas une journée complète. Donc, on va prendre le temps de faire un survol là, à ce niveau-là. Le MCP2A, c'est cette fameuse petite case qu'on retrouve dans notre 3841 vers la fin. Donc, on va prendre le temps de regarder ça ensemble. Pour commencer, des petites définitions vraiment très simples. Les définitions au niveau de la posture, donc ça, c'est ce que tout le monde connaît. Donc, c'est une position, une expression du corps d'un ou de plusieurs segments corporels en relation les uns avec les autres dans l'espace. Les aides techniques à la posture, c'est ce qui permet à la personne d'adopter une posture appropriée. Et le positionnement, c'est l'opération visant à maintenir une personne dans une certaine position à l'aide d'aides techniques à la posture. Jusque-là, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de sorcier. Par contre, la définition, je crois, la plus importante, c'est le contrôle postural assis. Si on remonte à il y a beaucoup d'années au niveau des fauteuils roulants, souvent, on voulait seulement positionner quelqu'un dans l'espace, le mettre droit, puis dire, ben, on est assis dans un fauteuil. Aujourd'hui, nos usagers sont très dynamiques, ils font plusieurs tâches en même temps, ils se promènent, ils se maintiennent à domicile. Donc, il faut avoir un bon contrôle postural assis. Donc, pour en tenir compte au niveau des activités, puis est-ce que la personne est capable de bien contrôler sa posture quand elle fait une tâche. Donc, la définition, c'est vise le juste équilibre entre le besoin de stabilité et ou de mobilité d'un ou de plusieurs segments corporels requis pour la réalisation d'une tâche simple versus complexe. Donc, c'est toutes les notions de transfert de poids pour garder son équilibre, la stabilité en proximale pour permettre les mouvements distaux, une position stable, droite et verticale, ou possiblement de pouvoir y revenir là, après une perturbation. Donc,
Le contrôle postural assis, c'est quelqu'un qui c'est pas quelqu'un, désolé, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, qui change constamment et même d'une activité à l'autre. Pour se donner une idée du contrôle postural assis, on va prendre l'exemple de cet homme-là. Au niveau de cette personne-là, si on la croise dans un centre d'achat, on va dire, oh mon Dieu, quel service d'aide technique a positionné ce monsieur-là? Ils l'ont donc bien pas bien placé. Puis, c'est arrivé comme ça d'une référence à notre programme, nous disant, ben écoutez, il est croche, il n'a pas l'air bien, il va falloir que vous le mettiez droit. Quand l'évaluation est arrivée, donc une démarche qui a été faite d'évaluation, et on s'est rendu compte que finalement, il a besoin d'être croche pour pouvoir être capable de conduire. Cet homme-là utilise le réflexe tonique asymétrique du cou pour être capable de conduire. Donc, dès qu'il est positionné droit, dès qu'il ne peut plus utiliser sa tête pour faire le mouvement, les synergies de mouvement, donc cet homme-là n'est plus capable de conduire son fauteuil. Donc, il faut vraiment prendre le temps de regarder la globalité. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la posture, les images, mais il faut prendre le temps de voir la posture dans son ensemble avec comment fonctionne notre usager pour ne pas le brimer dans ses activités quotidiennes, dans son fonctionnement occupationnel. Donc, pour ça, il faut qu'on utilise une démarche clinique. En fait, si on n'utilise pas la démarche clinique, on va faire des erreurs qui sont assez communes, des erreurs de base. Souvent, on entend, bon, tu as une plaie, on va te donner un coussin haut, t'es croche, on va mettre une butée. Mais des fois, on saute peut-être un peu trop vite aux conclusions. Il faut prendre le temps de faire la démarche et de questionner. Ou des fois, on donne trop de vertus à différents produits. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien analyser la situation. Donc, pour la démarche clinique, j'ai repris un peu la démarche clinique globale, là, une démarche clinique en 10 points. On ne s'attardera pas à chacun des points de la démarche clinique, mais au moins, ça nous donne une référence. Donc, quand on commence la démarche clinique, on va aller valider le motif de référence de notre usager, établir le contexte de la demande, quels sont les besoins, quelles sont les problématiques, quelles sont les attentes, autant du client, de la famille, du référent, du réseau. Donc, c'est quoi les attentes à ce niveau-là? Par la suite, on tombe dans la cueillette de données. On va faire une entrevue pour documenter l'ensemble de ses habitudes de vie. On va passer au bilan musculaire articulaire. On va faire de façon plus sommaire. On va faire un MCP2A, une évaluation de la posture. On va prendre des mesures anthropométriques, puis on va aussi faire une évaluation ou une observation de la marche, de la conduite du fauteuil ou de la propulsion, tout dépendant là, des besoins qu'on a. Par la suite, on tombe sur toutes les autres étapes qui se trouvent à être l'analyse, donc l'étude des données, et par la suite, établir tous les objectifs d'intervention, faire nos recommandations, des simulations, les recommandations finales, fabrication, commande, installation, livraison, ajustement et suivi. Fait que dans le fond, nous, dans la démarche clinique, on va se concentrer davantage sur une portion de la cueillette de données qui va être le MCP2A et l'évaluation posturale. Donc, juste un petit peu avant de rentrer là-dedans, je reviens quand même sur l'importance de l'entrevue. Notre entrevue, le 3841, l'outil qu'on a, est basé sur le PPH. Donc, oui, prendre le temps de faire une bonne entrevue, soit sous le PPH, le MCREO, peu importe le modèle que vous allez utiliser, mais il faut être en mesure de comprendre le fonctionnement de l'usager, au niveau de ses habitudes de vie, quelles étaient ses habitudes de vie antérieures, actuelles et envisagées, comment il fonctionne dans son environnement, c'est quoi ses principaux obstacles ou facilitateurs dans son environnement. Et au niveau de ses facteurs personnels, aller documenter quelles sont ses capacités ou incapacités, que ce soit à la marche, au transfert, à la propulsion, les capacités intellectuelles, comportementales. Donc, prendre le temps de bien documenter et d'aller documenter aussi comment sont ses systèmes organiques, donc neurosensitifs, neuromoteurs, cutanés, musculo-squelettiques, morphologiques. Donc, vraiment prendre le temps de bien comprendre notre personne à chacun de ces systèmes-là pour pouvoir être en mesure de voir quelle est l'interaction entre chacun là, de l'interaction entre mes habitudes de vie, mes facteurs personnels et mon environnement pour essayer de prévenir des situations de handicap puis déterminer le meilleur plan d'action. Une fois le questionnaire fait, on peut passer au bilan musculaire articulaire sommaire. Je ne m'embarquerai pas là-dedans. Quelquefois, on peut se rendre un peu plus loin dans le bilan musculaire articulaire. Et après, on y va avec le MCP2A et l'évaluation posturale.
Quand on fait une cueillette de données au niveau morphologique, qu'on travaille l'évaluation posturale, les éléments qui sont très importants, c'est vraiment la palpation. Donc, tu n'as pas gêné de palper, puis si on est deux intervenants, un ergothérapeute et un technicien en orthèse-prothèse, ben, c'est vraiment que les deux palpent aussi pour être capable de se confirmer les éléments, puis d'être capable de susciter une discussion pour identifier les meilleures modalités d'intervention par la suite. C'est aussi d'éviter de faire l'évaluation de la posture dans le système d'assise que l'usager va arriver. En fait, on peut être biaisé dans nos évaluations si l'usager est assis dans un gériatrique, pour dire quelque chose, ou dans un fauteuil de pharmacie avec une toile très, très, très relâchée, très amaquée. Ben, ça peut amener des déviations au bassin. Si le fauteuil est trop large, le bassin peut être déporté d'un côté, donc ça va biaiser notre évaluation posturale. Et finalement, on n'évaluera probablement pas les bonnes choses. Donc, en tout temps, on transfère l'usager sur un système d'assise qui est plat. Donc, ou de préférence le plus plat possible. Donc, soit une chaise droite. Et quand l'usager n'est pas en mesure d'être dans une chaise droite, on peut l'asseoir sur un fauteuil de stimulation. Donc, évidemment, là, avec coussinage pour permettre que l'usager soit bien placé. À ce moment-là, on va pouvoir évaluer, puis on ne sera pas biaisé par le système d'assise de l'usager. Donc, sans plus attendre, on va embarquer dans le contrôle postural assis de l'adulte, donc le MCP2A. Nous, c'est un outil d'évaluation qu'on utilise énormément à l'IRDPQ. On l'a intégré à notre pratique et c'est sûr que les premières fois qu'on le fait, ça semble plus long, mais par la suite, ça nous aide à aller plus rapidement. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. C'est une de nos collègues, Brigitte Gagnon, là, qui en a fait l'adaptation au niveau de la version 2.0. Elle a fait la validation à ce niveau-là, en collaboration avec l'Université Laval, le CIRIS, puis l'IRDPQ. C'est un outil qui est adapté du Seated Postural Control Measure. C'est un instrument pédiatrique à l'époque, donc elle est allée plus loin. Vous allez retrouver dans le fil de la conversation, là, Lucas y a déposé la feuille de cotation du MCP2A et le guide d'administration. Donc, vous allez pouvoir les retrouver à ce niveau-là dans le fil de conversation. Donc, qu'est-ce que ça permet, le MCP2A? Comme vous pouvez le voir là, sur cette vignette-là, on a une grille de cotation avec des images, avec des cercles. Donc, ça permet d'avoir un portrait rapide et visuel de la posture sans tout écrire. Quand on commence à écrire, j'ai une déviation en C à convexité droite, commence à être long quand on peut tout simplement encercler. Donc, rapidement, on est capable de voir la posture. On sauve quelques écrits, ce qui est magnifique. Mais en même temps, on est capable de pouvoir voir l'évolution dans le temps. Si on prend par exemple la dame qui est au bas de l'écran, bien, cette dame-là, si on refait un positionnement 10 ans plus tard, puis qu'on refait qu'on avait déjà un MCP2A au dossier, on va pouvoir avoir une image d'elle il y a 10 ans et une d'elle maintenant. Donc, ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux comment évoluer le positionnement dans le temps, puis des fois, mieux intervenir. Donc, si on reprend, qu'est-ce que ça permet? Donc, de mesurer l'évolution dans le temps. Ça permet d'avoir un portrait rapide et visuel de la posture sans tout décrire. Ça permet d'avoir un langage commun entre les professionnels. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est que nous ici à l'IRDPQ, quand on travaille en équipe, en diade, ben à ce moment-là, les deux intervenants peuvent compléter le MCP2A en même temps, se confirmer. Et en même temps, ben, quand on parle d'obliquité puis de rotation, ben, on utilise le même langage. Quand on parle de flexion latérale, quand on parle de déviation à convexité, ben, on est capable d'avoir le même langage et on se comprend entre nous. Donc, ça évite certaines explications, des fois plus longues, et ça permet d'évaluer les mêmes aspects d'un intervenant à l'autre. Donc, quand on réévalue la dame 10 ans plus tard, donc on va être capable d'évaluer exactement les mêmes aspects. Donc, la mesure du contrôle postural assis, ça comprend deux sections. La première, c'est la capacité à s'asseoir. Donc, est-ce que ma personne est capable de s'asseoir? Est-ce qu'elle est capable de maintenir cette position-là? Donc, ça prend à peu près 5 à 10 minutes à passer. Je vous dirais rapidement, en dedans de 5 minutes, on est capable d'avoir déjà une bonne idée, là. La capacité à s'asseoir, on va reprendre chacun des 10 thèmes là, de cotation à ce niveau-là ensemble.
La section 2, c'est une photo. C'est une image de l'alignement postural, donc selon 20 items, à un moment précis. On peut l'évaluer en conditions statiques ou après une situation dynamique. Donc, on va prendre le temps tantôt de survoler la section 2 ensemble. Donc, le formulaire de cotation, je vous l'ai joint. Donc, ça, c'est le formulaire de cotation qu'on a adapté pour nous à l'IRDPQ. Donc, vous allez voir là, qui est un petit peu différent de celui qu'on retrouve dans le guide de passation. On a dégagé une zone là, pour pouvoir la plaquer là, avec la carte du centre de réadaptation. Et on a rajouté une section là, complètement à droite pour déterminer si chaque segment corporel est mobile, semi-mobile ou fixe. On trouvait que c'était un bel ajout là, au MCP2A. Donc, si on commence avec la première section, qui est la capacité à s'asseoir. En fait, c'est la capacité à demeurer assis, sans support et à bouger en dedans et en dehors de sa base de sustentation assise. En fait, c'est de savoir, notre personne, est-ce qu'elle a un bon contrôle postural assis? Est-ce qu'on a besoin de rajouter du soutien des aides techniques? La base de sustentation assise, c'est ce qu'on retrouve, dans le fond, quand on est assis. C'est tout ce qui se passe entre les fesses, l'arrière où on est assis et l'avant au niveau des genoux. Donc, c'est vraiment toute cette base-là. Quand on se penche sur le côté, on bouge en dehors de notre base de sustentation parce qu'il n'y a rien qui nous supporte sur les côtés. Donc, c'est vraiment les éléments qu'on va aller évaluer. Donc, demeurer assis. Est-ce qu'on est capable de s'incliner en antérieur et en latéral? Et est-ce qu'on est capable de se transférer, de faire des repositionnements de façon optimale? Donc, la section, elle est basée sur 7 niveaux de cotation et qui passe du niveau 1 qui est incapable d'être en position assise au niveau 7 qui est capable d'atteindre sa position optimale. Donc, le niveau 1, incapable d'être en position assise, on comprend que c'est un usager que j'arrive pas à asseoir du tout sur une chaise versus 7 qui est capable d'atteindre sa position optimale. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même un bon contrôle postural assis. Fait que ça va nous renseigner sur est-ce que je mets la quantité d'aide technique à la posture que je peux mettre. Donc, évidemment, mon usager qui est incapable d'être en position assise va avoir plus d'aide technique à la posture que mon usager qui va être capable d'atteindre sa position assise de façon optimale. Donc, des fois, ça peut nous donner une bonne idée en disant, oups, j'ai-tu fait un sapin de Noël avec mon usager? Finalement, il y a 7, mais j'ai mis beaucoup d'aide technique à la posture. Je suis peut-être en train de le brimer dans son fonctionnement au lieu de l'aider dans son fonctionnement. Donc, c'est des éléments qui sont à tenir compte. C'est un bon indicateur. Si on reprend chacune des éléments de la cotation. Pour la cotation, qu'est-ce qui est important de savoir, c'est qu'on gravite les échelons au fur et à mesure. Donc, on peut coter l'échelon 1 et on a le droit de passer à la deuxième cotation seulement si on a atteint la précédente. Donc, c'est pas de dire, bon, je fais tout de suite, j'ai vu mon client se transfère de façon optimale, c'est tout de suite un 7. Pas nécessairement. On va voir jusqu'où il est capable de gravir les échelons. Donc, on va reprendre chacun des éléments ensemble. Donc, notre usager, il arrive à l'IRDPQ sur la civière, il arrive au centre de réadaptation sur une civière et on essaye de l'asseoir sur une chaise et je suis incapable de l'asseoir. Donc, pour pouvoir coter un 1, c'est que ma personne ne peut être assise avec un angle de dossier de 120 degrés et moins. Donc, je ne suis pas capable de l'asseoir avec un dossier de 120 degrés et moins. Donc, on s'entend, là, 120 degrés, c'est déjà beaucoup. Donc, si je ne suis pas capable de l'asseoir de même, donc j'encercle mon 1, ça ne me sert à rien de passer aux autres niveaux. Si je suis capable d'asseoir avec 120 degrés et moins, donc 105, 110, capable d'asseoir ma personne à 90 degrés, si je suis capable de l'asseoir comme ça, je viens tout de suite coter le niveau 2. Le niveau 2, c'est peut-être en position assise, mais ne peut maintenir la position. Donc, la personne a besoin d'être supportée lorsqu'elle est assise. C'est ça que ça veut dire, ne peut maintenir la position. Donc, ici, on a un bon exemple d'une dame qui peut être placée en position assise avec un angle de dossier qui est plus fermé. Donc, elle a un angle de 110 degrés. Et si j'enlève toutes les butées sur le fauteuil, évidemment, elle n'est pas capable de se maintenir. Donc, cette dame-là va coter un 2. Pour coter un niveau 3,
Mon usager, je vais l'asseoir sur une chaise droite et je vais lui demander de décoller son dos de la chaise et de maintenir son dos décollé 30 secondes et ça sans appui. En fait, il ne faut pas que la personne se soutienne sur ses cuisses. Comme vous pouvez le voir, là, la personne qui est en photo, elle a les deux bras de chaque côté d'elle ou les bras en croix. Qu'elle ait les bras en croix, les bras de chaque côté, qu'elle fasse plusieurs réactions d'équilibre tout au long, tant qu'elle se maintient 30 secondes sans appui au dos, elle va coter la case numéro 3. Si c'est moins de 30 secondes ou si dans toutes ces réactions d'équilibre-là, elle prend appui soit sur les bords du fauteuil, un appui-bras sur ses cuisses, ben, on ne pourra jamais coter la case numéro 3. Si je passe à la cote numéro 4, donc capable de maintenir la position assise et de bouger dans sa base. Donc, c'est de savoir est-ce que ma personne est capable de bouger dans sa base, donc vers l'avant, donc de se pencher vers l'avant d'un 20 degrés et de revenir en position initiale et de le faire sans appui. Donc, si la personne est capable de bouger dans sa base et de revenir et ce sans appui, peu importe les réactions d'équilibre, ben, on va pouvoir coter un 4. À ce niveau-là, il n'y a pas de temps là, pour passer, c'est tout simplement de se pencher et de revenir et d'un 20 degrés. Pour atteindre le niveau 5, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va bouger en dehors de la base. Donc, on va se pencher sur le côté droit et côté gauche. Et il faut que la personne soit en mesure de revenir à la position de départ. Donc, c'est vraiment l'élément. Elle peut avoir les bras en croix, les bras le long du corps, faire les réactions d'équilibre, mais en autant qu'elle soit en mesure de le faire et de revenir. Pour les deux codes suivants, 6 et 7, on comprend que notre usager, si on est rendu à côté du 6 puis du 7, c'est que notre usager présente déjà la capacité à bouger en dedans et en dehors de sa base. Donc, on va aller voir la capacité à se transférer seul. Donc, 6, c'est la capacité à bouger en dehors de sa position. Par contre, il n'est pas nécessairement en mesure de se replacer de façon optimale. Donc, il se transfère seul, mais ne peut le faire de façon optimale. On peut penser à un usager qui a un AVC, il va se transférer seul, mais une fois qu'il est assis dans le fauteuil, il n'est pas capable de se rasseoir le plus droit possible. Donc, on a ça. Quand on parle de se transférer seul, c'est se transférer sans l'aide d'autrui, sans l'aide d'une personne qui va l'aider à se lever. La personne peut utiliser une planche de transfert, elle peut utiliser une barre d'appui, elle peut utiliser un meuble. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est qu'elle se transfère de façon autonome, mais ne peut se replacer. Et le niveau 7, c'est une personne qui peut se transférer de façon autonome, mais qui est capable de se repositionner de façon optimale. Donc, comme vous pouvez le voir, là, entre le niveau 1 et le niveau 7, c'est sûr qu'il y a une différence au niveau de la quantité d'aide technique à la posture qu'on donne et aussi il y a une différence au niveau de l'aide à la locomotion qui est donnée avec ou sans bascule, etc. Donc, ça nous donne déjà beaucoup d'informations au niveau de l'usager. On va faire un petit exemple là, pour cet usager-là. Un usager qui présente une paraplégie qui est secondaire à un trauma obstétrical. Donc, c'est un usager qui présente du dysmorphisme au niveau des membres inférieurs, au niveau du tronc. On a des déviations au niveau du tronc. C'est un usager qui est capable de se transférer seul, il habite seul chez lui, il fonctionne de façon autonome. Par contre, même s'il est capable de se transférer seul, c'est un usager qui a coté 3 sur l'échelle du niveau de capacité à s'asseoir de l'adulte. En fait, pourquoi il a coté 3? C'est que il n'est pas du tout capable de décoller son dos sans avoir de soutien. Donc, quand je disais c'est un usager qui est capable de se transférer seul, il se transfère du sol à son fauteuil, mais en prenant des appuis partout et en se tenant sur toutes les surfaces pour être capable de pouvoir bouger dans l'espace. Comme on le voit, là, l'usager est assis sur une chaise droite, mais il se tient les deux mains de chaque côté. S'il se tenait même pas les mains, ben, il chuterait. Donc, c'est vraiment un élément là, à tenir compte. Ça nous documente quand même beaucoup sur la quantité d'aide technique à la posture. Donc, on voit son fauteuil là, qui est ici. Bon, c'est une image qui date d'il y a quelques années au niveau du positionnement. Donc, on a beaucoup de systèmes de positionnement au niveau du haut du dossier pour aller chercher ces différentes ces troubles morphologiques.
et on a un coussin d'assise qui est moulé. Donc, l'usager, quand il se transfère, ben, il prend ses appuis et par la suite, il se met aussi une courroie thoracique. Donc, ça nous aide à comprendre qu'effectivement, il n'est pas capable de maintenir la position puis de ne pas bouger pendant 30 secondes. Donc, il faut absolument la courroie thoracique pour le maintenir assis en place. Donc, ça nous informe de la personne, bien qu'elle soit en mesure de transférer seule, mais elle se transfère en tout temps avec plein d'appuis partout. Si on tombe à la section 2, la section 2, dans le fond, on évalue chaque segment corporel. Il y a des limites à ce test-là parce qu'il n'y a pas oui, il y a une cotation, mais la cotation se fait selon normal. J'ai-tu une déviation, bon, qui est normale, donc pas de déviation. Est-ce que j'ai une déviation légère, modérée ou sévère? Donc, ça se fait à ce niveau-là. Mais je ne peux pas additionner mes cotes. Si j'ai 8 cotes 2, 10 cotes 3, ça ne me donne pas plus d'informations là-dessus. Donc, on est dans une limite là, au niveau de l'interprétation des cotes. Par contre, évidemment, si on cote un 3, c'est qu'on a des déviations qui sont très sévères et ça dit ce que ça a l'air à dire. Au niveau du choix de la condition d'évaluation, on va choisir l'alignement postural, on va le voir dans quel appareil. Donc, idéalement, on va le faire dans une chaise droite ou un fauteuil de simulation pour pas être biaisé, comme je le disais, mais on peut aussi le faire dans l'aide à la locomotion actuelle. L'usager a déjà son aide technique à la mobilité, avec ses aides techniques à la posture. On veut voir, ben finalement, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui ne marche pas, donc on peut travailler à ce niveau-là. On peut aussi regarder dans d'autres aides techniques à la mobilité. On peut aussi le regarder suite à une activité dynamique. Donc, on peut voir comment l'activité dynamique va influencer ma posture ou mon contrôle postural assis. Donc, après une propulsion de 25 ou 50 mètres, je peux refaire le MCP2A, la section 2, ou faire monter ou descendre un plan incliné, puis refaire le MCP2A. Donc, ça va nous renseigner sur, j'ai peut-être des choses à travailler à d'autres endroits. Nos outils d'évaluation à ce niveau-là, on revient avec notre chaise droite, notre fauteuil de simulation. On revient avec nos mains pour la palpation. Et on peut utiliser goniomètre, inclinomètre, ou qu'est-ce qu'on voit ici, c'est un rapporteur d'angle, donc des angles qui sont placés sur une acétate, donc un film transparent, qu'on peut essayer de prendre des mesures. En fait, je vous dirais que la majorité du temps, là, on estime les mesures, on ne les prend pas nécessairement. Donc, oui, ça se fait plus rapidement, le MCP2A, et on est capable, avec nos mains, de déterminer là, un peu les angulations. Vous allez le voir tout à l'heure. Chaque angulation va nous donner une idée là, des dénivelés. Fait que nous, en la majorité du temps, on va estimer là, nos mesures. Donc, la palpation va se faire avec nos mains. Vous pouvez voir là, ici, comme une image vaut 1000 mots, puis qu'on n'est pas ensemble en présentiel. Voici des petites images là, pour les prises pour comment on procède à l'évaluation posturale, donc de différents segments corporels. Donc, c'est vraiment d'aller faire la palpation. On utilise les plans d'évaluation, les plans anatomiques normalisés, donc qui est une nomenclature universelle, donc dans le plan frontal, dans le plan sagittal et dans le plan transversal. Et les angles sont reliés à ce plan-là. Donc, c'est toujours par rapport à ça qu'on va travailler. Donc, le but, c'est de prendre une photo de la personne. Donc, on va tenter de l'asseoir. On demande à la personne d'adopter naturellement la position assise la plus confortable possible, mais en rectitude. Dans le fond, on ne veut pas non plus qu'elle s'assoie comme si elle était en train d'écouter un film là, en position adolescent. Son divan, on veut vraiment aller chercher une position de meilleure rectitude. C'est pas nécessairement comme ça qu'on va le positionner, mais en autant que cette position-là soit confortable. Puis pour documenter l'analyse, il est bon aussi de tenter de placer l'usager dans la position symétrique forcée. Tu sais, si elle a de la difficulté, je vais essayer d'aller la repositionner pour voir est-ce que je suis capable de la repositionner pour vérifier les besoins de stabilisation, les ajustements posturaux, questionner un petit peu sur les inconforts. Donc, ça va me donner une bonne idée. Donc, j'essaie de la placer le plus possible avec une position qui est droite et symétrique. Donc, souvent le plus possible 90, 90, 90.
et je regarde comment qu'elle se positionne à travers tout ça et l'évaluation posturale commence à ce niveau-là. Dites-vous que c'est une photo à un moment donné, à un temps donné. Le MCP2A, c'est un super outil, mais il faut l'évaluer en concertation avec tout le restant du questionnaire qu'on fait. Puis il faut aussi considérer qu'on n'évalue pas qu'un segment seul. Il faut toujours avoir l'ensemble des segments corporels, puis qui bougent en synergie, ces segments corporels-là. Donc, c'est peut-être une limite de l'évaluation. Il faut vraiment prendre le temps, après, de regarder l'ensemble de l'évaluation posturale qu'on a fait pour aller de l'avant. Si on y va avec les premiers niveaux, donc on va parler du bassin. Les repères anatomiques, vous les connaissez certainement, donc les épines iliaques antéro-supérieures et postéro-supérieures, la crête iliaque et le grand trochanter et le coccyx. Donc ça, ce sont nos points de repère au niveau du bassin. Donc, on va aller vérifier l'obliquité. Donc, l'obliquité se documente via le côté abaissé. Donc, si je suis plus abaissée à gauche, je suis en obliquité gauche et ainsi de suite. Vous voyez, l'angle de mesure se prend par rapport à la ligne normalisante ou la ligne parallèle au sol, si on veut, joignant les épines iliaques antéro-supérieures et c'est l'angle que je vais aller prendre. Je vais aller vérifier la rotation du bassin. La rotation du bassin se prend toujours par rapport au côté qui est postérieur. Donc, si je suis en rotation gauche, le côté gauche de mon bassin va être davantage reculé. Et je vais aller voir ma bascule postérieure du bassin. La bascule postérieure du bassin est un peu moins évidente à aller évaluer. Selon le guide de passation, on met la main sur la fesse, sur le plan de la fesse, et on évalue par rapport au plan du dossier, au plan droit du dossier. Donc, effectivement, c'est pas toujours évident. On peut penser à un client bariatrique avec abondance de tissu au niveau du siège, c'est pas nécessairement évident. Donc, pour nous aider, on peut toujours voir la courbure lombaire. Donc, normalement, en position neutre, on a une légère forme lombaire qui est présente. Cette forme lombaire-là s'accentue quand on est en bascule antérieure. Et plus on s'en va en bascule postérieure, plus la forme lombaire s'efface ou devient plus arrondie. Donc, à ce moment-là, on peut aller l'évaluer de cette manière-là au niveau de la bascule. On peut aussi, le guide de passation nous dit aussi qu'on peut regarder nos points de repère, qui est les épines iliaques qui se retrouvent en position neutre dans le même enlignement ou presque, et le grand trochanter qui se retrouve sous l'épine iliaque antéro-supérieure. Donc, si je suis en bascule antérieure, mon épine iliaque va être devancée et on va voir les changements. Je vous dirais que c'est pas toujours évident à aller palper des fois, tout dépendant dans quel système qu'on évalue l'usager, mais disons que ça peut être un aide là, pour vous. Donc, quand on évalue le bassin de notre personne, on l'évalue selon les 3 repères et à chaque fois dans le guide de passation, vous allez retrouver comment prendre la mesure, comment prendre l'évaluation. Quand on regarde, on voit que la position neutre, donc centrale, c'est de 0 à 4 degrés. 4 degrés, qu'est-ce que ça représente? Ben, tu sais, je vous ai mis un rapporteur d'angle. Vous voyez que c'est quand même quelque chose de gros. Quand on passe à une déviation légère, on passe de 5 à 14 degrés. On est quand même des bonnes déviations et quand on gravite. Donc, déjà là, pour l'estimer, c'est quand même plus facile. Donc, de 0 à 4 degrés, pour vous donner une idée, c'est environ de 0 à 1 pouce. De 5 à 14 degrés, c'est 1 à 3 pouces. Et 15 degrés et plus, c'est 3 pouces et plus. Donc, c'est sûr que quand vous avez quelqu'un qui a 3 pouces et plus de déviation, il y a déjà des très bonnes déviations. Pour la cotation, c'est pas compliqué. On encercle qu'est-ce qu'on voit. Donc, puis des fois, on peut être plus sur une position neutre et dire on tend vers une déviation légère, mais on n'a pas nécessairement atteint le 5 degrés. On peut dresser, faire une flèche. Donc, c'est un peu la façon qu'on procède là, pour la cotation. Après ça, on passe aux items des membres inférieurs. Donc, nos points de repère, grand trochanter, condyle fémoral externe et malléole externe. Et toujours, nos angles sont toujours mesurés par rapport à la position anatomique debout. Donc, on va aller évaluer l'abduction et l'adduction des hanches. Donc, c'est de chacune des jambes prises seules par rapport à la perpendiculaire joignant les épines iliaques antéro-supérieures. On va aussi aller évaluer
la flexion et l'extension de la hanche. On va aller vérifier la flexion et l'extension du genou. Et flexion dorsale, flexion plantaire de la cheville. C'est sûr qu'il y a quand même quelques limites au test à ce niveau-là. Ça ne documente pas l'inversion et l'éversion de la cheville. Et ça ne documente pas non plus les rotations internes et externes de la hanche. Moi, j'encourage à ce moment-là à prendre des petites notes là, en marge de la feuille de cotation s'il y a des éléments en lien avec ces choses-là. Donc, si on regarde le guide de cotation, le même principe que pour le bassin. Donc, chacun des segments est décrit sur comment passer l'évaluation et on peut encercler chaque jambe de façon séparée pour pouvoir comprendre comment fonctionne notre usager. On passe à la prochaine section qui est le tronc. Donc, au niveau de nos repères anatomiques, donc la fourchette sternale, ça va nous aider à valider là, les flexions latérales, les pointes de l'acromion et les apophyses épineuses, là, T1, T12, L1 et L15. Pour nous aider à les retrouver, donc T1 se retrouve à la jonction de C7, qui est, quand on fait la palpation, la bosse au niveau du bas du cou. T12 se retrouve à la jonction des 12e côtes. L1, c'est à la jonction de T12. Et L5 se retrouve à peu près au même niveau des épines iliaques postéro-supérieures. Donc, ça serait nos points de repère. Ça va nous aider. Quand je fais la palpation, j'évalue mon tronc, je vais glisser ma main dans le dos pour pouvoir être capable de bien comprendre comment est ma colonne. Donc, je vais vraiment glisser ma main le long de ma colonne et je vais aller essayer de voir comment sont les déviations à ce niveau-là. Je vais aller valider mon inclinaison latérale, donc toujours par rapport à ma droite, qui est ma fourchette sternale, et je vais aller valider mes inclinaisons latérales. Je vais aller valider mes rotations du tronc par rapport au plan du dossier. Je vais aller valider mes courbures thoraciques et lombaires dans le plan sagittal. Et là, c'est toujours des courbures estimées. On n'a pas de degré là, à ces niveaux-là, au niveau des courbures thoraciques et lombaires, que ce soit dans le plan sagittal ou frontal. Donc, je vais aller les évaluer et les estimer. Quand j'arrive sur ma grille de cotation, côté, les flexions latérales et tout ça, ça va bien. Puis ça nous donne déjà un visuel assez rapide. Quand je cote au niveau lombaire, supposons que je cote des déviations comme ça, convexité gauche au niveau lombaire, au niveau thoracique et lombaire, des fois, ma personne n'est pas nécessairement positionnée comme ça. J'ai pas vraiment vu souvent des dos de cette manière-là. On en voit de toutes les sortes, mais pas nécessairement comme ça. En fait, quand on voit deux ronds comme ça, c'est interprété davantage comme ça. Donc, on a une déviation en C à convexité gauche. Et on peut aussi mentionner l'apex. Donc, l'apex se trouve où? La pointe de notre déviation se trouve à quel endroit? Quand je complète le MCP2A, souvent, quand j'ai des déviations de type scoliotique, souvent, je prends le temps d'écrire si j'ai une gibbosité, si j'ai un pli scoliotique. Je prends le temps de les indiquer ou de les dessiner à côté. Donc, tout se retrouve sur mon MCP2A par la suite. On peut aller faire la tête si c'est requis. C'est une section accessoire du MCP2A, mais on peut aller faire la tête. Donc, nos points de repère, c'est le coin externe des yeux et le targus de l'oreille. Donc, le petit mou là, cartilagineux dans l'oreille. Et on va aller évaluer l'inclinaison latérale droite et gauche, l'inclinaison antéro-postérieure et la rotation. Quand on évalue la rotation, on ne l'évalue pas par rapport au plan du dossier, mais on va l'évaluer par rapport aux épaules. Par rapport à, j'ai-tu une rotation du tronc ou j'ai une rotation de la tête. Donc, c'est vraiment de bien comprendre les nuances entre les deux. Donc, on a les éléments à ce niveau-ci, encore avec le mode de cotation. Donc, si on regarde, en fait, qu'est-ce que ça nous informe, le MCP2A? Ça nous permet de bien voir, d'avoir une belle image de notre usager à un temps donné et à un moment donné. Donc, on voit comment que la personne elle est. On peut aussi, en position dynamique, voir, qu'est-ce qui a changé aussi. Et tout est visuel sur l'outil clinique. Donc, ça nous permet par la suite de fixer des objectifs qui sont plus mesurables, de vérifier leur atteinte. Ça nous permet de comprendre les problématiques. Puis, ça permet aussi peut-être de faire des prises de conscience là,
auprès de l'usager ou de faciliter les enseignements. Le MCP2A, on a fait un survol quand même rapide, mais au niveau du MCP2A, vous avez le lien, mais si jamais des gens cherchent le lien, il se retrouve aussi à la Bibliothèque des Archives nationales de Québec, donc il est disponible là, en cotant, en googlant là, tout simplement MCP2A 2.0. Là, l'évaluation posturale, ça n'arrête pas là. On a une image, oui, mais on a besoin d'un petit peu plus. Il reste des choses à valider en évaluation posturale, donc, et ça passe par la palpation. Quand on tombe au niveau du bassin, on va valider la morphologie du bassin. On va valider les proéminences osseuses, le dénivelé ischio grand trochanter. L'objectif, c'est d'aller glisser notre main en dessous des fesses de l'usager. Peu importe, à chaque fois que vous recommandez un coussin, que vous évaluez une posture, les mains doivent se retrouver en dessous des fesses de l'usager. Tout d'abord, on va évaluer avec pompe vers le haut pour aller vraiment palper chacun des formes anatomiques, aller voir, ben, j'ai-tu du rebond au niveau de mes masses musculaires? C'est quoi que j'ai comme dénivelé ischio grand trochanter qui va me permettre de choisir soit une cuvette, soit un coussin roho, qui va me permettre de choisir ben, quel genre de coussin je vais adopter. Puis au niveau de mes masses musculaires, ben, je vais voir est-ce qu'ils sont flasques, atrophiés, semi-atrophiés ou semi-préservés, ou finalement, j'ai quand même une belle masse musculaire qui est préservée. C'est important de faire attention de ne pas le faire à l'aveuglette parce que c'est pas parce qu'une personne, par exemple, est de format bariatrique que nécessairement, elle n'a pas des ischions proéminents et des masses musculaires atrophiées au siège. Donc, c'est vraiment important là, de pouvoir aller vérifier. Quand j'ai fait le choix d'un coussin, que je vais aller valider mon choix de coussin ou que je fais mes essais cliniques, bien, il faut que je retourne ma main pompe vers le bas pour aller glisser ma main en dessous de ses fesses et aller faire ma palpation pour aller voir, bien, il me reste-tu du rebond en dessous de soit mon ischion, celui qui est le plus proéminent, ou ma proéminence osseuse la plus saillante. Est-ce qu'il me reste du rebond? Comment ça se répartit la pression? En fait, si je ne suis pas capable de glisser ma main quand même assez aisément sous le siège, ben, c'est que je n'ai pas nécessairement une répartition de pression qui est optimale. Donc, l'évaluation du bassin, outre le MCP2A, il faut vraiment aller le palper un petit peu sous toutes ses coutures. Des fois, le MCP2A n'est pas toujours facile à avoir au niveau des rotations, puis des obliquités. Ben, on peut aussi le voir via la palpation du bassin. Si j'ai une obliquité, ben, je vais avoir plus de pression sur un ischion que l'autre. J'ai une rotation, je vais pouvoir aussi voir qu'il y a un ischion qui est plus avancé que l'autre. Et au niveau des bascules, ben, si mon usager est en bascule postérieure du bassin, souvent, ça va être davantage mon sacrum coccyx que je vais voir qui va être plus proéminent, plus saillant. Et mes ischions vont pointer davantage vers l'avant, donc vont être moins perceptibles au niveau de mon coussin, tandis que si je suis en bascule antérieure, mes ischions vont être très, très, très saillants et davantage reculés sur mon siège. Je vais aller voir mon tronc, je vais essayer de voir mes déviations dans le plan frontal et sagittal. Puis je vais essayer de comprendre, ben, c'est quoi les raisons de toutes ces déviations-là? Est-ce que j'ai des débalancements musculaires? Est-ce que j'ai des débalancements au niveau neurologique? C'est quoi mon schéma corporel? Est-ce que j'ai des historiques de plaies? Est-ce que j'ai des douleurs au siège? Est-ce que j'adopte une position antalgique? Est-ce que j'ai un dysmorphisme? Est-ce que j'ai une amputation qui a créé ça? Donc, j'essaie de comprendre puis de connaître les raisons. Et quand j'ai un usager qui a des déviations fixes, ben, c'est que ça ne bouge pas. Quand j'ai un usager qui a des déviations mobiles, c'est que je suis capable de les bouger. Donc, quand on a des déviations fixes, on va essayer de prévenir l'accentuation des déviations via nos éléments de posture. Par contre, quand on a des déviations mobiles, on va tenter d'aller corriger la posture tout en tenant compte du fonctionnement de l'usager. Donc, souvent, quand on a des déviations en S au niveau du tronc, ben, on est généralement dans des déviations davantage fixes. Le corps étant qu'il tente de garder une certaine horizontalité du regard. Donc, avec les années, ben, la colonne va se modifier et faire davantage des déviations en S ou des déviations scoliotiques. C'est important aussi de comprendre, ben, c'est quoi qui engendre la déviation? Est-ce que c'est mon obliquité qui engendre la déviation au tronc ou c'est mon tronc qui engendre la déviation du bassin? Donc, c'est important d'aller faire des tests puis d'aller mettre les mains en dessous des fesses, essayer de bouger le bassin, voir comment ça réagit au niveau du tronc. Parce que des fois, on va agir sur le tronc quand il aurait fallu agir sur le bassin ou agir conjointement les deux éléments ensemble. Donc, pour éviter d'augmenter la pression. Donc, c'est des éléments qui sont très importants. Si je regarde au niveau du plan frontal,
bien, je vais aller évaluer les mêmes éléments. Dans le plan sagittal, c'est la même chose. Je vais aller prendre le temps de regarder bien, ma bascule. Pourquoi ma bascule du bassin elle est placée ainsi? Est-ce que je suis en bascule antérieure, bascule postérieure? Comment est situé aussi mes membres inférieurs par rapport à mon bassin? Donc, est-ce que j'ai une rétraction des ischio-jambiers qui m'amène davantage une bascule postérieure du bassin? Donc, je vais aller voir ces éléments-là et je vais aller voir comment interagit chacun de ces éléments-là. On sait que la tête, si elle n'est pas alignée avec le corps, augmente. C'est comme si je tenais un dictionnaire à bout de bras. Donc, c'est sûr que de favoriser le meilleur alignement postural va être une des meilleures options. Je vais aller aussi prendre le temps d'aller regarder quelle est l'interaction bassin, hanche et membre inférieur. Est-ce que c'est mobile? Est-ce que comment se passe la synergie de mes deux ceintures, la ceinture scapulaire, la ceinture pelvienne, par rapport à mon bassin? Est-ce que ma personne est capable de se replacer de façon autonome? La rotation, est-ce que c'est la rotation qui engendre l'obliquité ou c'est l'obliquité du bassin qui engendre la rotation? Donc, c'est les éléments là qu'on a. On essaie vraiment de chercher à savoir bien, le pourquoi. On essaie de comprendre les causes de la rotation. Des fois, on voit que rapidement, on vient mettre un adducteur d'un côté, mais finalement, c'était sur le bassin qu'il fallait travailler. D'où une augmentation de point de pression sur l'adducteur qui peut créer une plaie à la langue. Donc, c'est des éléments qu'il faut vraiment aller comprendre le pourquoi. Donc, on essaie de comprendre comment ça bouge. Dans un premier temps, ça bouge comment, tout ça? Est-ce que j'ai des contre-indications? Est-ce que j'ai des clonus, des spasmes? Est-ce que j'ai de l'œdème? Est-ce que mon usager se croise les jambes ou se les croise pas? Est-ce que je dois le permettre ou non? Donc, est-ce qu'on est rendu avec des rétractions, des problématiques au niveau de l'hygiène génitale? Donc, des éléments qu'on va aller prendre le temps de regarder. En général, quand j'ai une bonne abduction des membres inférieurs, ça va favoriser le glissement antérieur du bassin. Élise en a parlé dans sa présentation. Puis souvent, quand on a une adduction, ben, ça permet de conserver davantage la lordose naturelle, puis ça va limiter le glissement antérieur du bassin. Par contre, c'est pas toujours parole d'évangile non plus. Tout dépendant si on a de la spasticité ou des chaînes de spasticité, ça peut changer. Je vais essayer aussi de comprendre toutes les rétractions au niveau des ischio-jambiers. Si j'ai une rétraction au niveau d'un ischio-jambier, j'essaie d'ouvrir mon membre inférieur, d'ouvrir la flexion du genou. Ben, à ce moment-là, il y a bien des chances que mon usager glisse puis parte en bascule postérieure, en lien avec que l'ischio-jambier est un muscle biarticulaire. Donc, c'est des éléments que je vais prendre le temps d'aller voir à ce niveau-là. En fait, juste pour se donner une petite idée, est-ce qu'on peut redresser cette dame-là? Ben, si elle est mobile ou semi-mobile, effectivement, on pourrait, mais avant toute chose, avant de procéder, ben, il faut vraiment prendre le temps de bien évaluer sa posture et essayer de la comprendre, qu'est-ce qui est mobile et qu'est-ce qui bouge. En fait, c'est le principe du 3 points d'appui. J'aurais pu positionner 3 points d'appui. Rapidement, si je fais ça, je peux dire, ah oui, oui, je positionne bien ma madame, mais est-ce que je la positionne réellement bien? Ben, il faut que je sache, ben, qu'est-ce qui est mobile ou non? J'aurais peut-être pu mettre un biseau fessier sous la fesse qui est la plus basse. Peut-être que ça m'aurait permis de réaligner certains éléments. Donc, il faut vraiment prendre le temps de bien évaluer à ce niveau-là. En fait, une fois que c'est fait, on passe à la cueillette, une fois que la cueillette de données est faite, qu'on a pris nos mesures, ben, c'est place à l'analyse. Donc, le but, c'est de comprendre les situations de handicap, comprendre qu'est-ce qui se passe. Une question simple qu'on a dans notre domaine, c'est comprendre pourquoi. Puis, c'est important de comprendre avant d'agir. Cette question-là, elle est simple, mais demande beaucoup de temps d'analyse, demande beaucoup de se creuser la tête. Mais quand on a vraiment tous les éléments en main avant, ben, ça nous aide davantage à aller de l'avant. Donc, on arrive pas mal à la fin là, de la présentation. C'était vraiment un survol qu'on a fait là, de l'évaluation posturale. C'est sûr que j'ai pas été dans certains concepts plus spécifiques au niveau des membres inférieurs, au niveau du tronc. J'aurais pu aborder chacun des sujets vraiment plus longuement. Je suis restée davantage générale. Par contre, je vous dirais que de prendre le temps de bien évaluer la posture est un bon élément qui va nous aider dans notre démarche.
et d'intégrer le MCP2A à votre pratique courante, vous allez avoir des bénéfices sur le long terme. On évalue tous la posture, puis même moi, avant, je trouvais ça compliqué d'utiliser le MCP2A, je ne l'utilisais pas vraiment. J'écrivais tout, puis désormais, je l'utilise constamment, puis on se rend compte qu'on a une meilleure facilité là, de compréhension, puis un langage commun au sein de toute l'équipe. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, on est rendu pas mal à cette section-là. Je vous remercie. Donc, Merci, Lucas, Isabelle. je te laisse regarder. Est-ce qu'il y a des questions? Le temps va se lancer. Il y a une question dans le chat pour savoir si tu donnes une formation un peu plus longue sur les sujets. Ben oui, en fait, la formation MCP2A, on pourrait la redonner. J'en ai discuté avec mon collègue. S'il y a un intérêt à ce qu'on la redonne, la formation d'une journée là, plus spécifique pour les SAT, ben, effectivement, on pourrait redonner la formation là, au niveau des SAT. Juste en parler à votre coordonnateur clinique qui me reviendra avec ça et j'en discuterai avec mon collègue pour qu'on puisse essayer d'harmoniser une présentation. Pour ce qui est d'une formation plus spécifique, mais je vous dirais s'il y a des segments corporels sur lesquels vous voulez aborder, je vous inviterais peut-être à les marquer sur la feuille d'évaluation à la fin, puis on pourra peut-être davantage les aborder là, par la suite. Là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Isabelle. Il n'y a pas de demande vide. Donc, il y a une autre question. Quelqu'un a demandé si tu peux disponibiliser les diapos de la présentation d'aujourd'hui. Ben, en fait, le tout va se retrouver sur la vidéo, là, l'enregistrement qui va être disponible sur le site, le site que parlait Lucas, le Savoir. Là. Donc, ça va se retrouver à ce niveau-là. Donc, normalement, là, tout devrait se retrouver à ce niveau-là. Oui, tu viens de mettre le lien? Oui. Parfait, excellent. Il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Puis si jamais il y a des gens qui ont des questions, que ce soit sur le MCP2A ou tout ça, vous ne gênez pas. Je suis à l'IRDPQ à Québec, donc vous avez juste à m'appeler, ça va me faire plaisir de répondre à vos questionnements plus particuliers à ce niveau-là. Merci Isabelle pour la présentation. Merci à tout le monde qui a décidé de participer aujourd'hui, pour partager ce temps avec nous. Il y aura une autre formation le 6 juin. J'ai mis les liens pour s'inscrire dans les chats et aussi j'ai partagé les liens pour l'évaluation. Et bientôt, je vais envoyer les certificats de participation pour tout le monde via courriel et aussi les liens pour l'enregistrement comme Isabelle a parlé. Il y a une autre question qui vient d'arriver, peut-être on pourra la répondre. Comment ça prend du temps pour évaluer un client avec cet outil? En fait, quand on l'évalue vraiment en suivant tout le guide de passation standardisé, on est pas mal entre une demi-heure et 60 minutes. Par contre, quand on le fait de façon pratico-pratique, donc comme on le fait ici à l'IRDPQ, on prend à peu près 5 à 10 minutes, là, disons un bon 5 minutes pour l'échelle du niveau de capacité à s'asseoir. Et on peut prendre un bon 15 minutes pour le MCP2A. Donc, au bout de 15 à 20 minutes, là, le MCP2A complet est passé. Le restant de l'évaluation se fait là, dans le contexte là, qu'on a dans notre temps d'évaluation global là, avec notre entrevue et tout ça. Donc, merci encore, Isabelle. Merci à tout le monde. Donc, c'était super intéressant. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi, bonne fin de journée et à la prochaine.
Merci. Merci, Lucas. As-tu toutes les choses, les documents, c'est correct? Oui, c'est correct. Est-ce que Je tu vais les penses que tu serais bon, tu sais, les 2 documents que je t'ai envoyés, est-ce que tu penses que tu serais bon pour le joindre dans la section savoir? Oui, je pense que c'est intéressant. Oui, je vais. Si ça serait joint dans la section savoir, je pense que ça pourrait être pertinent là, pour les gens. Là. Oui, je veux juste vérifier avec Chantal à son retour, mais je pense que c'est possible. Je vais juste prendre une note. Malgré que tu sais, le tout est disponible à la Bibliothèque des Archives nationales, mais OK. en l'ayant le document, tu peux le mettre, là, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. OK. Sur le site.